Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir, c'est le retour de Backseat, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver ce soir. Bonsoir le chat, comment tu vas? Vous êtes formidable, vous êtes devant nous, là vous êtes avec nous. Bonsoir, on va parler de politique pendant toute cette émission, merci d'être là. Comme chaque semaine, je suis entouré des meilleurs et des plus belles et des plus beaux. On commence par Léa. Salut Léa, comment tu vas? Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Ça va très bien, merci. Comment ça s'est passé ton podcast revenue. en public alors? C'était chambé. T'as fait ça du coup, c'était où déjà? C'était au point éphémère. Au point éphémère. Ouais, et il y avait à peu oublié près... de faire rec, non? C'est ça? Non, j'ai pas oublié de faire rec. T'as planté le Le fichier a planté, ouais. Terrible. Ouais, méga somme. Mais bon, ce qui était important, c'était Le l'expérience, le momentum. Bien sûr, c'était exclusif finalement. C'était assez exclusif finalement, ce qui n'était pas, ce qui était voulu initialement, parce que bon, il y avait du monde, 120 personnes à peu près, donc c'était pas mal. Et non, c'était très cool, tellement cool que finalement, on va réitérer ça jusqu'à la fin de l'élection présidentielle. Donc on va en faire un par mois. Et voilà, le prochain, ce sera le 11 février. Toujours au même endroit, toujours au point éphémère, ouais. Et bah très cool. Avec nous aussi Usul. Salut Usul. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tout roule, tranquille. Oh, oui. Quoi, si t'es saoulé déjà? Je suis L'émission saoulé, n'a pas commencé. Comme toutes les semaines. Hein, ouais. Oh là On là. va parler de Macron, tout ça, voilà. Ça va être super sympa. Ouais, On va faire une super émission. Avec nous aussi Sacha. Salut Sacha. Salut, bonsoir à tous. Bienvenue Sacha, c'est ta Merci. première émission sur Backseat. Comment tu La vas? première, ça va, je suis très heureuse d'être ici. Eh ben c'est à nous que ça fait plaisir que tu sois avec nous Sacha. Tu es journaliste au Figaro. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais de beau Social sur le media. Figaro? Gestion des réseaux sociaux, de la ligne édito sur les réseaux sociaux et un peu de sport aussi. Ouais, t'as une spécialité sport J'ai une aussi. spécialité sport. Mais tu suis la politique. Et je suis la politique. Eh Pas ben le c'est choix au cool. Figaro. Oui, pas le show au Figaro, ouais. Bon, non, mais ça se passe bien au Figaro, bonne Ça se passe ambiance, tout très ça. bien. J'ai vu que Très vous avez bonne lancé d'ailleurs un live. Oui, nouvelle émission tous les mardis Ouais. avec Yves Tréhard sur la présidentielle et des journalistes de la maison et un politologue Ok, d'accord. extérieur. Mais alors, est-ce que c'est Éric vrai? Zemmour. Est-ce que c'est Non. vrai que quand pendant les présidentielles, ils font des votes en interne dans les rédactions, même au Figaro, finalement, ça vote plutôt à gauche en fait? Écoute, j'ai pas eu l'occasion de vivre ça au Figaro encore. Si on le fait dans les prochaines semaines, je te dirai. C'est ce que j'ai entendu. C'est vrai qu'ils font ça ils font ça à Mediapart? Oui, bah bien sûr. Et qui- Et il qui- vote à droite. Ça avait voté Hamon, Mélenchon. Ah un ouais peu, un peu. On fait pas ça chez Backseat, nous. Non, bon bah on n'est pas très nombreux. peut voter à en même temps. Ouais, Quatre. en même temps, on n'est pas très nombreux, ça va pas être. Ouais, non, mais même avec l'équipe, il y a une dizaine de personnes qui bossent sur l'émission, mais. Ouais, c'est puis- vrai. Non, mais j'avais oublié, à chaque fois, les médias, ils font ça chaque année. Puis moi, je sais pas encore pour qui je vais voter parce que tout va dépendre de la primaire populaire. Hein. Bah ouais. Bah, attends. C'est pas sympa de se moquer. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, personne ne me demande si je vais bien, mais ça va très bien. Mais je l'avais te le demander justement, comme t'as failli mourir quand même. Hein, faut J'ai le failli rappeler. décéder, ouais, il n'y a pas eu C'est d'émission la semaine dernière, toutes mes confuses, hein, je suis navré, j'ai chopé une angine. La seule maladie qui n'existe plus De quoi, pourquoi? depuis le Covid. Une angine? Les Bah, la gens preuve qu'elle racontent, existe, ouais, c'est j'ai failli en T'es crever. le seul à la. Ouais, et d'ailleurs, je sais plus qui m'a dit, c'est très snob tu sais, d'attraper, mais Ouais, pas c'est le Covid, clair, parce que ouais. le Covid c'est un peu mainstream, Ouais, tout le ouais, monde c'est là. ça, c'est genre moi, j'ai non, chopé ouais, une je angine. veux pas de pâtes, je vais prendre du riz au safran. Et C'est donc, un peu ça, ouais. ouais, c'est exactement ça. Donc j'ai été cloué au lit sa mère pendant plusieurs jours la semaine dernière, et ça a été vénère. Mais du coup, je suis très content, ça y est, je suis en forme de retour, tout va bien, Et tout va bien et tout. la chronique sur France Inter. Ouais, la chronique sur France Inter, j'étais invité dimanche dernier. Je reviens d'ailleurs dimanche prochain. Je suis là tous les dimanches à 18h10 sur France Inter. Et j'ai parlé de Roussel. Fabien Roussel, la viande, le La fromage, viande, tout le ça. vin, la gastronomie. Et surtout les réactions sur les réseaux sociaux, c'était ça qui était intéressant sur Twitter, les space Twitter, etc. Ah, J'ai eu oui. l'occasion de parler de ça. Et donc c'était chouette. Ouais, chouette émission Ouais, c'est sur vrai que Inter. Space Twitter, c'est assez intéressant. Donc normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, je suis sur France Inter tous les dimanches à 18h10 pour parler de la campagne Mazel tov, présidentielle l'ami. du point de vue du En numérique. tout cas, on te le Ouais. souhaite. Du digital, des réseaux sociaux, des milléniums, Un des millénials, tout ça. digital. Un digital, ouais. Very nice. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, sans plus tarder, je vous propose que non, déjà je vais vous dire Ouais, qu'est-ce qui va se passer ce soir? C'est Backseat, c'est la meilleure émission de tout Twitch, vous le savez. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à la partager avec vos potes d'ailleurs. Ce soir, on va parler de sujets d'actualité avec mes invités. Ensuite, ils pourront nous faire des cartes blanches, nous dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ensuite, on aura un premier invité, l'invité de la semaine. Il s'agit de Ken Bogart qui va nous rejoindre pour parler de son rapport à la politique. Ensuite, on aura le quiz à la con. Et après la pause, nous recevons notre invité politique de la semaine. Il s'agit d'Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Voilà pour le programme ce soir de cette émission Backseat. C'est un beau Très beau programme. line-up ce soir. Ouais, c'est pas Je suis très mal. content. Franchement, ça claque. Donc voilà. Bon allez, sans plus tarder, on lance les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Let's go.
Merci beaucoup. Alors, les sujets de la semaine. Chers amis, on avait prévu de parler de 2 sujets cette semaine. Le premier, c'est un ministre qui est dans la panade. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sacrément affaibli par un protocole sanitaire de rentrée qui ne passe pas. Doublement affaibli par des révélations du Figaro, comme quoi il était encore en vacances De à Ibiza. Mediapart. J'ai dit quoi? Du Figaro. Pareil, c'est pareil. C'est sur abonnement, Il faut c'est que ce payant, ça plateau coûte- se droitise un peu, excusez-moi, mais il était temps, merci. Bah, il faut Même dans les qu'il révèle esprits. des trucs alors, le Figaro, parce que là, c'est Mediapart. Hein. C'est Mediapart. Ça y est, ça Je commence. l'accorde. Putain, entre deux, ça va être génial. quand même. Du coup, donc Mediapart, le célèbre site internet Mediapart, a révélé donc que Jean-Michel Blanquer était encore à Ibiza en vacances au moment où il a annoncé dans une interview aux Parisiens ce protocole de rentrée qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Journée de mobilisation aujourd'hui, ce jeudi, de la part d'enseignants pour se plaindre contre l'improvisation à la tête de l'éducation nationale pour faire face au Covid. La question par laquelle je voudrais commencer pour vous trois, c'est y a-t-il un problème spécifiquement Blanquer à l'éducation nationale ou est-ce que c'est un problème d'éducation nationale tout court? Il y a un problème Blanquer. Il y a un problème Il y a Blanquer. un problème pour toi, Blanquer, il y a un vrai peut-être les problème deux Blanquer. aussi. Enfin, Non, mais j'ai discuté pour le coup, ok, je connais quand même pas mal de gens qui sont dans l'enseignement, etc. J'ai animé une Ah ouais, soirée avec d'accord. des enseignants l'autre soir. C'est Non, pas mais j'ai vrai. des remontées du terrain. si tu veux. Moi, je parle du réel. Super, ouais. tu vas au contact des Français. Je suis toi. proche des gens, proche des Français. Tu les Et, as touchés et là, voilà, et Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? les profs, ils disent bon, c'est le ministre manifestement le plus détesté depuis Claude Allègre, au bas mot. Non, mais si. Ok, d'accord, Hitler. ok. Et c'est-à-dire Donc quel âge que tes potes? là, il y a à la soirée, je la plaignais. Il y avait une prof, une enseignante qui était là, qui disait moi, je suis rentrée dans l'éducation nationale sous Blanquer. Elle a connu que Blanquer. Non, sous Blanquer, oui, Sous pardon. Blanquer, ouais. Et il y a un gros paradoxe, c'est-à-dire que là, il y a tout un tas de jeunes qui sont très très mobilisés aussi et qui sont assez vénères. On l'a vu dans la rue la semaine dernière. Après, c'est des manifs de profs, hein, donc c'est gentil quand même. Bah oui, Oui, c'est c'est des policier, manifs ouais. de profs. Oui, oui. oui, c'est gentil. gentil. Les profs, ça n'a jamais été des fous furieux, ils crament pas des bagnoles. Tout ça, Non, c'est- non, c'est normalement, c'est déposé en préfecture à l'heure. normalement. Normalement, là, ça a été compliqué. On apparemment. embrasse la FSU, évidemment. Mais non, il y a un problème Blanquer parce que Blanquer est un idéologue. Donc, C'est-à-dire c'était quelqu'un qui a une idée de ce qu'il faut faire de l'éducation nationale. Voilà, il est arrivé avec une idée, il connaît les services. Ce qui est intéressant Ouais, d'ailleurs, je les connais. mais on va en parler C'est un avec techos, Sacha quand et même, Léa ouais. aussi, c'est Ouais. que c'est un technicien aussi, c'était une des sûr. prises de la société civile, comme on dit, en 2017. Jean-Michel Blanquer est un belle très haut prise. spécialiste, très haut fonctionnaire de l'éducation nationale. Il a fait toute sa carrière dans cette belle maison. Ancien Il a recteur. été recteur d'académie, il a été directeur d'académie également, il a été directeur général de l'enseignement scolaire, DGESCO, donc dans le jargon interne de l'éducation nationale, c'est une des plus grosses directions du ministère. Bref, c'est quelqu'un de particulièrement capé, et c'était une prise Oui, de sur le guerre CV, d'Emmanuel Macron ça a qui du a dit sens, moi ouais. je veux un technicien, je veux quelqu'un qui connaît ses dossiers, etc. Pour autant, 5 ans plus tard, il y a un problème Blanquer, ce que dit Usul. T'es d'accord avec ça, Léa? Je pense je pense que on peut pas ne pas être d'accord avec ça étant donné ce qui est en train de On se peut pas. passer. Après, On peut à sa décharge, le contexte est vraiment compliqué. Donc, je me pose la question de savoir comment Non, le d'autres. contexte Et l'a hop, aidé. hop, déjà, tu m'interromps pas. Je dirais après. On va Allez, faire le comme ça. manspreading, Ok, ça ouais, commence. ça commence. Je t'avais prévenu. Hein. Ouais, tu m'avais Vas-y, dit. prévenu. continue, Léa, continue. Non, donc du coup, je trouve qu'il y a quand même un contexte qui joue pas particulièrement en sa faveur. Après, il a évidemment chié dans la colle, totale. Enfin, on va pas se mentir. Il n'arrive pas à avoir un protocole qui soit efficace. Donc ça, bon, c'est une crise inédite que personne n'a jamais connue. C'est compliqué. On peut comprendre effectivement qu'on peut se planter, qu'il faut des ajustements, etc. Mais là, ça change tout le temps. Je veux dire, le protocole sanitaire a changé 3 fois en l'espace d'une semaine. Comment veux-tu que l'ensemble de l'éducation, du personnel de l'éducation nationale soit en capacité de s'adapter comme ça? Et le mec, et ça, je vais le dire parce qu'il faut en parler, et ok, ça peut être un épiphénomène pour certaines personnes, mais pour moi, c'est quand même assez symptomatique de je vous emmerde, et qui est quand même un peu la lignée éditoriale du gouvernement actuellement, d'annoncer ce protocole la veille à 17h, alors qu'on est face à une 5e vague qui est vénère sa race, comme on n'a jamais connu depuis le début de la crise sanitaire, c'est quand même vraiment mi-cool. Que par ailleurs, il l'annonce depuis Ibiza, c'est encore moins cool, ça faut quand même le dire. Donc, il y a quand même un problème Blanquer, je pense, et très sincèrement, il a un peu mis de l'huile sur le feu en faisant ça. C'était pas très intelligent de sa part. Là, on voit que quand même, il y a même des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves qui
On le voit souvent en France, quand il y a la grève des profs, etc. Les parents d'élèves, ils sont là, ouais, ils font chier, ils bossent jamais, ils font encore grève, machin, c'est ce qu'on entend beaucoup. Là, cette grève est quand même relativement soutenue par l'opinion publique, donc il y a quand même une incertitude, un ras-le-bol auquel les Françaises et Français font face, et l'éducation nationale aussi, donc ça commence à faire un peu lourd. Pour le coup, je précise que Jean-Michel Blanquer a regretté devant l'Assemblée nationale le symbole renvoyé par la destination de ses vacances Ibiza, tout en disant qu'en fait, il serait parti dans une autre destination, ça n'aurait rien changé ni aux annonces ni aux décisions qui sont prises, donc lui aussi dit que c'était un épiphénomène. J'ai quand même une question, Sacha, il n'y a pas une malédiction à l'éducation nationale sur l'impopularité auprès des enseignants d'un ministre en exercice? Ça remonte à quand la dernière fois qu'un ministre de l'éducation nationale a été populaire auprès des profs? Ça remonte à quoi qu'ils ont dégelé le point d'indice? Je pense que je n'étais pas née. Je sais pas, Sacha. je pense que j'étais pas née en fait. Je pense que c'est jamais arrivé, à peu près le même âge. Mais non, en fait, Léa a tout dit. Le symbole est dégueulasse. Je sais pas. En fait, Léa a pris mon temps de parole, donc du coup, non, je rigole. Non mais vas-y, impose-toi, Sacha. Non, commence pas, c'est juste que commence pas. C'est pas tout dit ça, là. Non, c'est juste que t'as tout dit. Non, mais t'as tout dit. En fait, t'as été ultra exhaustif, donc j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Alors moi, je rajouterais quand même un truc sur Jean-Michel. C'est difficile de pas Jean-Michel. être d'accord avec ça, en fait. Jean-Michel Blanquer a aussi une particularité dans son parcours, c'est le seul ministre depuis des décennies à être resté 5 ans quand même. Ouais, et ça, c'est pas rien. Il y a une longévité aussi de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. C'est un ministère qui fatigue. On a vu des ministres se cramer en beaucoup moins de temps que ça. Lui, il aura quand même tenu 5 ans. Est-ce qu'il va tenir davantage si Emmanuel Macron est réélu président de la République? J'en sais rien, je ne suis pas persuadé. Mais voilà, on le sait proche du couple Macron. Emmanuel Macron et Brigitte Macron l'aiment beaucoup. Jean-Michel Blanquer a aussi eu un shift au milieu de son quinquennat, après la réforme du lycée. C'est qu'il a commencé à beaucoup plus politiser son positionnement autour de la lutte contre l'islamo-gauchisme, qui est devenu son cheval de bataille. Il a créé un think tank, il a fait un colloque récemment, etc. C'est peut-être aussi ça qu'il a mis en porte-à-faux de la part de beaucoup d'enseignants qui se sont dit, il y a un moment, il faut continuer à s'occuper de nous là un peu. Mais c'est pour ça que je parlais d'idéologue aussi. On est quelqu'un qui a un projet aussi qui a une fascination étrange aussi pour les neurosciences, une fascination pour le privé, pour l'innovation, mais dans un sens où il fait des appels d'offres pour mettre en place des logiciels conversationnels qui pourront faire la discussion avec les élèves, par exemple. Des choses comme ça le fascine. Donc il y a un lien avec les startups, etc. Et ces réformes qui ont quand même été extrêmement forte. Je veux dire, ils vont nous rappeler beaucoup le dédoublement des classes en CP, d'accord. Grande réforme de l'éducation. Ensuite, on arrive à la réforme du bac, on arrive à la Parcoursup est ouvert. Là, j'ai vu que Frédérique Vidal était heureuse, elle avait tweeté « Allez-y, c'est parti, Parcoursup est ouvert ». Les pauvres gamins, les pauvres gamins, ils savent même pas comment ils vont passer le bac, à quel moment. Ça fait partie des revendications, parce que les profs n'ont pas juste fait grève là, jeudi et jeudi là, pour les histoires de protocole Covid. Ils ont dénoncé le manque de personnel, ils ont demandé à ce que soient repoussées les premières épreuves du bac, machin, tout ça. Enfin, il y avait des demandes qui n'étaient pas juste c'est relou les protocoles et les tests, quoi. Et à cet égard, si on met en regard les deux problématiques, je trouve que Jean-Michel Blanquer a été aidé par le contexte sanitaire pour faire passer sa réforme du bac, qui est un bouleversement sans précédent. Le bac qu'on a passé n'existe plus. Oui, on est sur un truc par établissement, etc. Parcours à la carte, effectivement. C'est d'autant mieux passé que, Covid, donc les grandes épreuves où on rassemble tout le monde dans le centre académique, de machin, c'est plus possible. Donc les gens se sont résignés. On va mettre des notes du contrôle continu. Ça va être ça le bac maintenant. Ça va être une forme de contrôle continu avec des épreuves que tu vas passer dans ton lycée jugées par tes profs, etc. Donc ça n'est plus le même bac, les dégâts sont... Blanquer a véritablement bourriné. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait pendant 5 ans. Non, il a réformé l'éducation nationale dans un sens qui effectivement avait été promis par Emmanuel Macron, plus de souplesse, plus d'autonomie des établissements, ce qui a continué à être dans les propositions d'Emmanuel Macron. Et de Valérie Pécresse. Et de Valérie Pécresse aussi, oui c'est vrai, dans un second quinquennat, donner plus d'autonomie, notamment aux directeurs d'école dans le premier degré. Jean-Michel Blanquer est un réformateur de l'éducation nationale. Il n'est pas resté 5 ans en faisant rien. Il est resté 5 ans en changeant beaucoup de choses, en faisant beaucoup évoluer les choses. Tu as raison que le contexte sanitaire a empêché peut-être les profs de faire des manifs, comme on a pu en connaître par le passé. Et les élèves étant, les enseignants, l'électorat enseignant est-il lui aussi déboussolé? On l'a connu très mobilisé par le passé. C'était un électorat historique du Parti socialiste ancienne mouture. C'est un électorat qui a été déboussolé. On s'en souvient de l'affaire Allègre au début du siècle. Est-ce que l'électorat enseignant lui aussi est déboussolé aujourd'hui? J'ai pas l'impression que les profs soient massivement tous d'accord aujourd'hui pour voter pour la même personne. Mais il est surtout, divisé lui aussi. même au sein des syndicats, on le voit. Là, il y a un manque de convergence, il y a un manque de convergence de la part d'un certain nombre de syndicats. Là, par exemple, aujourd'hui, la grève a été beaucoup moins suivie que celle de la semaine dernière. Les revendications ne sont pas les mêmes. Ils ont un peu du mal à se mettre d'accord entre eux, etc. Donc, alors, je pense pas
qu'il faille voir en fait les enseignants comme un espèce de corps totalement uniforme auquel, en plus il y a quand même des disparités aussi. Il y a enseignants et enseignants, ça aussi c'est une réalité du secteur privé, du secteur public. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Degré, donc oui, alors c'est clair qu'ils votent plus PS. Hein. Bon, voilà, bah si, en fait. Moi, j'ai lu pour le coup, quelques-uns quand même. Qui venait de après, il y a Hidalgo qui a quand même même dit, et d'ailleurs, ça, on en parlera avec elle tout à l'heure, qu'elle voulait doubler le salaire des enseignants, et finalement, c'est une mesure qu'on ne trouve pas dans son programme. Donc moi, j'ai les chiffres du coup des intentions de vote pour l'instant des profs. Ça a été publié sur Café Pédagogique. Ils sont près de 15% à vouloir voter Hidalgo. Voilà, Mélenchon atteint les 11 et quelques, Jadot aussi vers les 15. Donc c'est un électorat qui est historiquement plutôt de centre-gauche. De la gauche, mais de la gauche raisonnable. Voilà, parce que c'est des bons élèves. Ça dépend des lycées. Il y a des gens dans le chat qui me demandent, et vous avez raison de préciser de quoi on parle quand on parle d'Allègre. C'est vrai que ça remonte au début du siècle, donc il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi on fait référence. Claude Allègre était un ministre de l'Éducation nationale à l'époque de la gauche plurielle, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Claude Allègre a une particularité, c'est qu'il a pas mal brusqué l'Éducation nationale à l'époque. Il avait eu notamment cette expression qui a collé à la peau du PS à cette époque, dégraisser le mammouth. Il parlait de son ministère de l'Éducation nationale, comme d'un mammouth dans lequel il y a trop de fonctionnaires, plus d'1 million, c'est le bordel, etc. Il faut le dégraisser, il faut faire des économies. Ça avait beaucoup brusqué l'électorat enseignant, qui était un électorat historique d'ailleurs, qui avait porté la gauche au pouvoir en 97 en partie. Dans la panique totale, il fallait éteindre l'incendie avec les profs, donc Lionel Jospin a rappelé une star de la gauche qui était Jack Lang en disant je t'en supplie, viens éteindre cet incendie. Et donc il a repris le ministère de l'Éducation nationale. Jack Lang, d'ailleurs, il a abandonné sa campagne à la mairie de Paris, ce qui a permis à Delanoë d'être élu. Donc ça, c'est l'effet coup de billard. Mais bref, Claude Allègre, ça a été un trauma de la gauche de dire putain, quand on est au pouvoir et qu'on brusque notre propre électorat, ça se passe pas. Donc voilà, c'est ça, Allègre. Quand je parle d'Allègre, je parle de ça. Je reviens du coup sur cette question de l'électorat enseignant. Aujourd'hui, les enseignants, ils sont quoi? Ils sont isolés, ils sont perdus. Sacha, tu les vois comment, toi? Moi, je pense qu'ils sont perdus. Après, à chaque fois dans ces 10-15 dernières années, dès qu'une réforme a été tentée dans l'enseignement, c'est un paquebot, l'éducation nationale, en fait. Enfin, faut pas l'oublier. Il y a eu des manifestations de lycéens. Je me souviens à l'époque, Xavier Darcos. Il y a eu des manifestations pour la réforme de Vincent Peillon. Benoît Hamon, il en a pris plein la gueule aussi. Enfin, je veux dire. Et pourtant, il n'est pas resté longtemps. Et pourtant, il est resté 140 jours, un truc comme ça. Enfin, je pense que. Je sais pas s'ils savent pas ce qu'ils veulent, mais le fait est qu'ils savent pas où se positionner. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Il se positionne toujours à gauche. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un gros survote à gauche. Un taux d'abstention, tu as une idée ou pas? Non, mais ils sont assez mobilisés. Ils sont assez mobilisés, oui. Non, oui, la question, c'est que c'est vrai qu'il y a un truc qui est évident, c'est qu'ils avaient voté à 38% au premier tour pour Macron lors de les présidentielles de 2017. Absolument. 38%. Fort soutien, ouais. Énorme survote, voilà. Il y avait un article dans le Diplo qui revenait là-dessus, qui disait qu'il y a un certain nombre de profs et de personnel encadrant aussi, vous parlez des chefs d'établissement, CPE, etc., qui se reconnaissaient assez dans une volonté, mine de rien, d'être moderne, de devenir un petit peu des cadres d'une éducation nationale qui se modernise, etc. Et donc, il y avait chez Macron quelque chose qui leur plaisait. T'ajoutes à ça le côté ouvert, l'Europe, le côté progressiste qu'avait affiché Macron à ce moment-là, et on retombait vraiment sur les valeurs des profs. Aujourd'hui, selon du coup cette étude publiée dans Café Pédagogique, ils sont plus que 21%, donc on voit qu'il y a une baisse de près de 18 points s'ils votent effectivement comme au moment de l'étude. Et donc, ces métamorphoses-là, finalement, se sont avérées peut-être plus brutales qu'ils ne l'avaient imaginé. Et je trouvais ça assez habile de la part d'Anne Hidalgo, qui avait proposé dans un premier temps de doubler leur salaire. Et ensuite, elle a réajusté le tir en disant non, mais il faudrait au moins les payer comme des cadres. Et c'est comme ça qu'il faut les prendre si on veut réformer l'éducation nationale. Il faut leur dire qu'ils peuvent être des cadres. Voilà, c'est ça qui le mammouth, tu vois, le mammouth, ça leur va pas. Le côté, c'est le vieux prof, machin, cette image-là, ils sentent qu'ils sont d'ailleurs pas très aimés, les fonctionnaires, machin. S'ils se voyaient comme des cadres dynamiques, ça leur parlerait. C'est marrant qu'Anne Hidalgo soit passée de on double votre salaire à on va vous considérer comme des cadres, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de ça. C'est une grande revendication du personnel enseignant d'être payé au moins aussi bien que les profs allemands, c'est quand même bien la moindre des choses. Et puis à partir du moment où l'école est surinvestie dans le discours public de la responsabilité de ni plus ni moins que de tenir la République à bout de bras, c'est aussi ce qu'on leur dit depuis 15 ans. C'est la République, c'est l'école, c'est l'école, c'est l'école. Ils ont une responsabilité de malade, quoi. On l'a bien vu là pendant le premier confinement. À partir du moment où il n'y a plus d'école, il n'y a plus de profs, c'est eux qui éduquent nos enfants quand même. Faut le rappeler. Je veux dire, ils ont une responsabilité énorme. Et ils ont des conditions de travail qui sont, souvent un peu de la merde aussi. Et ça, c'est gravissime. Il faut vraiment le dire. Donc je peux comprendre ce ras-le-bol. Tu ajoutes à ça des protocoles sanitaires qui n'ont ni queue ni tête, des gamins qui font n'importe
Olympe, qui sont surexcités parce qu'on est dans une période de merde et qu'on leur file des masques, qu'on leur met des cotons-tiges dans le nez tous les 3 jours, je comprends qu'ils commencent un peu à péter un câble. Et au-delà des profs, parce qu'on parle beaucoup des profs ce soir, je pense qu'il n'y a pas que les profs dans l'éducation nationale, il y a aussi tout le personnel de l'éducation nationale qu'on a tendance à oublier lorsqu'on parle de cette problématique. Dans les académies. Et dans les académies, etc. Les assistants de scolarité, tout ça, les inspecteurs. Eux et elles aussi prennent surcher. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment dire. Et les salaires sont minables. Alors, effectivement, c'est un ministère qui est l'un des principaux postes de l'État, mais c'est parce que c'est aussi l'ambition qu'on se fixe que d'avoir des personnes qui sont bien éduquées, etc., etc. Donc, très bien, il faut donner les moyens de ces ambitions. Et je pense que c'est fondamental. L'école doit être sauvée. L'école, c'est effectivement un endroit où il faut lâcher de la thune et où il faut considérer l'éducation nationale et le personnel éducatif. On dit l'école, c'est l'école publique dont on parle, parce qu'il y a plein d'enfants qui, eux, sont dans des écoles où il n'y a pas de problème pour eux, il y a assez de personnel, etc. C'est l'école privée sous contrat, pour le coup, c'est aussi des personnels de l'éducation nationale qui oui, avec de l'argent public aussi, d'ailleurs. Avec de l'argent public aussi. Autre chose que je trouve intéressante dans cette crise actuelle, alors, le mot crise est galvaudé, mais vous voyez ce que je veux dire autour des protocoles sanitaires. Là, pour le coup, c'est l'alliance objectif entre les parents d'élèves et les enseignants. Parce que, bon, il y a des grèves de profs qui ne sont pas populaires auprès des parents. C'est un côté climat, là, vous nous gonflez. Écoutez, les gars. Bashing, bien sûr. Ouais, il y a parfois du prof bashing, mais il y a aussi parfois simplement du. Putain, c'est encore un jour de grève pour un truc qu'on comprend pas parce que c'est interne à votre corporation, c'est une grève corporatiste. Nous, on a plein de jours de vacances déjà. On doit déposer nos gosses, etc. Là, il se trouve que la question des protocoles sanitaires, en fait, ça touche les parents et les profs sont dans la même merde. Putain, faut faire un test aux gamins, les fameuses files d'attente devant les pharmacies pour faire des autotests pour les gamins, etc. C'est aussi peut-être de ça dont a peur le gouvernement, c'est de cette alliance objectif entre l'électorat prof et l'électorat parent d'élèves. Et c'est peut-être aussi pour ça que Jean-Michel Blanquer a fait un rétropédalage en reconnaissant des erreurs, des imprécisions et des difficultés. Blanquer est quand même très isolé aujourd'hui. Sacha. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a refusé de fermer les écoles pendant toute la crise sanitaire, presque. C'est un des seuls... Pour les parents d'élèves. Voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'on est un des seuls pays qui a assumé ça de manière assez forte. Et il a marqué vraiment sa deuxième partie de mandat de ministre là-dessus. Et ça, pour le coup, c'est ultra fort. Enfin, est-ce qu'on peut... Et je pense effectivement que c'est pour pas se mettre les parents à dos. Parce ou le que patronat. Anne Parizeau, c'est Anne Parizeau ou Laurence Parizeau? C'est Laurence Parizeau, pas Anne Parizeau. C'est Anne Hidalgo, tu comprends. Laurence Parizeau a fait un tweet il n'y a pas longtemps aussi, se féliciter que les écoles soient restées ouvertes, c'était bien pour les entreprises. Indépendamment du patronat, tu regardais BFM Business, c'était évident. Moi, j'avais regardé à ce moment-là, tu voyais les patrons se succéder et dire c'est très bien, il faut qu'elle reste ouverte, c'est très bien qu'il faut qu'elle reste ouverte. On ne peut pas supposer qu'il a juste écouté. Bien sûr, mais il faut penser psychologie des enfants et psychologie des parents. C'est important pour les enfants d'aller à l'école. C'est les arguments qu'il faudrait avancer sur le plateau pour défendre l'école ouverte à tout prix. Pour le coup, le gouvernement, si je puis me permettre, ne met pas en avant l'argument du patronat, mais en avant l'intérêt des enfants. On n'est pas sur bien sûr, notamment en matière pédagogique. Et ils en vouloir au gouvernement d'avoir fait tout ce qu'il essayait de faire pour maintenir les écoles ouvertes. C'est un équilibre super compliqué. C'est très difficile à trouver. Lutter contre une pandémie et ne pas fermer les écoles, c'est clair. L'équilibre est très très difficile à trouver. Il y a les risques de décrochage scolaire. Il y a quand même un tas de choses. Enfin, je veux dire, tous les étudiants qui ont passé des mois et des mois enfermés dans leur piole de 9 mètres carrés à suivre des cours sur Zoom, ils ont complètement décroché. Ça, encore une fois, sur l'aspect psychologique et tout, ça a été un désastre. Donc non, moi je pense que c'était une bonne mesure, une bonne chose de garder les écoles ouvertes, pour les jeunes en tout cas. Après, les conditions de ce maintien ouvert ont été compliquées et visiblement ont beaucoup pesé sur les profs, et c'est ça aujourd'hui que les profs veulent dire. Il y a même d'ailleurs, mais il y a des profs que tu sens emmerdés, même dans leur argumentaire, devant des caméras ou dans des micros, qui disent mais attendez, notre problème c'est pas que les écoles soient ouvertes, on est profs, c'est notre métier, on est très content que les écoles soient ouvertes. C'est le prix que ça nous coûte. En fait, c'est la difficulté dans laquelle ça nous met tous. Et puis, cette difficulté, c'est aussi je trouve aussi beaucoup, cette improvisation, en fait, ce caractère, l'éducation nationale dans son côté mammouth, paquebot, appelons ça comme on veut, mais qui en fait est un foutu de donner des consignes claires, qui de façon au niveau local, moi j'ai bossé dans les affaires scolaires, je vois très bien comment ça marche, il n'y a pas deux écoles qui se ressemblent. Donc quand tu dis ouvrez les fenêtres pour aérer, en fait, il n'y a pas deux salles de classe qui ont les mêmes types de fenêtres, etc. C'est compliqué à mettre en œuvre. Et in fine, ça repose toujours sur en fait, la bonne volonté des gens sur le terrain, en fait. Les profs, les AESH, les personnels d'éducation nationale, les personnels des collectivités locales. C'est eux qui douillent en fait, c'est eux qui galèrent. Et en fait, c'est très improvisé. Et je pense que toutes ces personnes-là n'avaient pas forcément envie que l'école soit fermée, loin de là. Personne au contraire, quoi.
Non, d'ailleurs, c'est plus dans les revendications des profs. Ça, non, mais je pense qu'ils ont juste besoin de directives claires, ce qui peut s'entendre. Et de moyens et de personnel, en fait. Et de moyens, absolument. Parce que, voilà, comme dans toute crise, à chaque fois, ça fait que révéler des problèmes qui étaient déjà là. En l'occurrence, le manque de remplaçants, le machin. Là, d'un coup, tu as plein de personnel qui s'en va parce que au premier test positif, évidemment, tu reviens pas en classe. Et personne pour remplacer. Alors là, on voit arriver. Ça y est, Blanquer a promis qu'il y avait des gens qui allaient arriver. Donc on envoie des personnels absolument non formés devant les gamins, y compris des. Voilà, j'avais vu des tweets passer de gens qui disaient on a reçu quelqu'un, il est doctorant en philo, il a jamais eu d'enfant devant lui. Quelqu'un d'autre qui a dit moi j'ai déjà fait du babysitting une fois, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Sauf que là, c'est de l'école, quoi. Mais on voit bien que l'essentiel, c'est de maintenir les garderies ouvertes, surtout, en fait. Sacha. Après, il faut dire, par rapport à ce que tu dis, il y a une vraie crise de vocation aussi dans l'école. Énorme. Il y a de moins en moins de gens qui veulent se former à être prof et du coup, c'est pour ça aussi, je pense qu'on galère à trouver des profs remplaçants. Parce que c'est pas très attractif non plus, quoi. Est-ce que c'est qu'une question de salaire, Pas que les conditions de travail, c'est les questions de mutation, c'est quand tu sais pas dans quelle école t'es à 2 jours de la rentrée, ce qui est le lot commun de beaucoup de profs, pas tous. Les gosses aussi. Non, mais c'est pas ça. C'est ça le vrai problème. Non, mais je suis d'accord avec Sacha sur le côté de crise de vocation. C'est pas Blanquer, c'est les gamins. C'est une question de salaire et c'est aussi une question de considération. Comme tu l'as dit, payer comme des cadres. Comme tu l'as dit. Non, oui, mais aussi dans l'opinion publique. Ouais, les profs, feignants, machin. Regardez vos jours de vacances, machin. Bon, bah t'as un bac plus 5. Tu te dis, je vais peut-être aller le rentabiliser ailleurs. On va pas les gens sont un peu revenus parce que quand ils sont retrouvés avec leur mioche à la maison et ils devaient leur faire l'école à la maison, ils ont pété des câbles que j'en vénère. Je crois que là, au moins, ça a permis de revaloriser, en tout cas dans l'opinion publique, le statut du prof, de l'éducation nationale, parce que là, les parents ont dû se dire mais franchement, c'est chaud. C'est un métier. Et je me souviens de la réforme du collège qui était assez ambivalente. Il y avait des profs qui étaient très contre, il y en a d'autres qui étaient très pour, parce que cette réforme, elle responsabilisait les profs au sens de on leur faisait confiance, en fait. Pour la première fois, le ministère de l'Éducation nationale faisait confiance aux profs en leur disant en fait, c'est vous qui savez mieux que nous comment vous allez apprendre ce chapitre. Donc il y avait notamment l'interdisciplinarité qui a été développée. Il y avait plein de profs qui étaient méga chauds pour ça. Et il y a toujours une tension au sein des profs entre la casquette salarié de l'Éducation nationale et la casquette pédago. Et c'est un truc que je trouve assez intéressant. Tout ça pour dire qu'on verra comment vont voter les profs en 2022. Ça reste un électorat puissant, important au sein de la fonction publique. Certainement pas pour Michel Blanquer. Probablement pas pour Michel Blanquer, mais moi je regarderai de très près quand même l'électorat Macron. Moi ça m'intéresse vraiment de voir ça. Allez, bon courage aux profs qui nous regardent. Des gros bisous. Évidemment. Courage à vous les amis. Oui. Deuxième sujet de la semaine que je voulais aborder avec vous. L'actualité aujourd'hui s'est aussi écrite au Parlement européen à l'occasion de la présidence française du Conseil des ministres de l'Union européenne. Emmanuel Macron, le président de la République, a prononcé un discours très attendu devant les députés européens réunis à Strasbourg. L'occasion pour lui de réaffirmer les ambitions de cette présidence française pour les 6 mois qui viennent. Emmanuel Macron a donc rien de nouveau sur le fond par rapport à ce qu'il avait déjà dit le 9 décembre dernier sur ses ambitions. Un discours très ambitieux. Emmanuel Macron, l'Européen, Emmanuel Macron qu'on retrouve qui attendait de pied ferme cette présidence française pour réaffirmer son agenda européen, la volonté de transformer l'Europe du sol au plafond, de réaffirmer une autonomie stratégique européenne. Je te vois lever les sourcils, Sacha, quand je dis ça. En fait, pour moi, c'est bullshit ce poste de PFUE là. Ah ouais, pourquoi c'est pas bullshit, mais je veux dire, Macron à ce poste-là, pendant les 6 mois qui vont venir, il va avoir quel impact, quoi. Voilà, c'est ça. Il va y avoir 3 mois de présidentielle, 3 mois de campagne, et il va être à la présidence de l'UE jusqu'à mi-mars à peu près, du coup. Puis s'il n'est pas réélu... C'est vrai qu'on aurait pu la repousser, cette présidence. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, soit la repousser, soit... Après, ça tombe très bien pour Macron que ce soit pendant la fin de son mandat, parce qu'il a toujours surfé sur la vague Union européenne. C'est un de ses piliers forts. Mais honnêtement, je vois pas ce qu'il va réussir à en tirer. Au pire, il y a des mesures qui passent. Ok, très bien. Mais je pense que les Français savent pas vraiment à quoi correspond ce poste non plus. Il va suivre des dossiers, il va... Complètement d'accord avec toi pour travailler sur ce sujet-là. Les Français ne savent pas comment ça fonctionne déjà l'Union européenne. La PFU, encore moins, personne ne sait ce que c'est. Et quand tu rentres dans le détail des dossiers de l'Union européenne, alors là, tu perds tout le monde. Politique agricole commune, DSA, DMA. Il y a 250 dossiers à peu près sur lesquels il va devoir bosser en 3 mois. Mais c'est juste impossible à caser. Alors, c'est des dossiers qui sont déjà engagés. C'est Emmanuel Macron, c'est pas lui qui donne le tempo non plus. Ça a déjà été engagé. Mais il y a des trucs sur lesquels il veut accélérer, notamment cette histoire d'autonomie stratégique pour la réindustrialisation de l'Europe et son autonomie, notamment son affirmation face à la Russie. Mais je reviens sur ce que tu dis sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va réussir à en tirer un crédit politique en France ? En vrai, je pense pas. Je pense qu'il en rêve dans ses... C'est surtout que stratégiquement, c'est une erreur en fait. Pourquoi ? Parce que là, le discours d'ouverture devant le Parlement européen a été ça a été un hold-up sur la question de la présidence française. Les eurodéputés, ils étaient méga vénères en vrai. Parce qu'on a eu un défilé... tous ceux qui ne sont pas français, en fait. Mais ça, c'est un scandale. Ce qui s'est passé au Parlement européen hier, c'est un scandale. Tu parles de Macron ou des réponses des eurodéputés français ? Les deux.
Ok. Les Non, deux, mais en vas-y, fait. continue. En fait, On va en nous, parler. dans notre C'est vrai que c'est constitution, drôle. le président de la République n'a pas le droit de dialoguer avec les parlementaires en direct. Donc ça, c'était une nouveauté pour le Parlement européen. Là, pour une fois, il avait le droit de le faire. T'as Jadot qui y allait, mais comme un malade. T'as Aubry qui y allait, qui en a mis plein la gueule. Heller qui en a mis plein la gueule. Bellamy, enfin, ils se sont tous succédés pour Le lui en FN mettre aussi, mais Bardella. plein la gueule. Et il était content, Macron, il kiffe ça. On sûr. sent qu'il est bien, qu'il a envie d'y aller. Il est là. Donc c'était intéressant. Mais franchement, enfin, c'est pas le sujet, quoi. Enfin, la présidence française n'a pas à se jouer au sein du Parlement européen. Il faut quand même distinguer un certain nombre de choses. Et là, franchement, c'était pas cool, quoi. Et c'était pas cool de la part des eurodéputés. C'était pas cool de la part de Macron. Et j'ai trouvé ça quand même super décevant, alors que ça reste un sujet super important. C'était pas le lieu. Je me fais engueuler par le chat parce que je parle trop vite. Je suis désolé, je vais ralentir le C'est des le vieux tempo. qui doivent écrire ça. Non, c'est vrai que c'est parce que je suis passionné, bordel. Je trouve ça hyper intéressant. Usul, t'es d'accord avec toi? Est-ce que la France est passée pour une conne? Je suis complètement d'accord avec ouais. Léa. Mais ça montre aussi qu'il y a un déficit de putain, faut qu'on aille les emmerder avec nos débats là-bas. C'est Mais bien c'est qu'on n'a peut-être pas d'espace pour le faire ici. Et oui, alors. Alors, tu as parfaitement Excellent. raison, parce qu'il y a quand même Ouais. un truc qu'il faut rappeler qui est important, c'est que ce qui s'est passé mercredi matin, c'est un truc très rare. Le président de la Oui. République française, Emmanuel Macron, s'est retrouvé dans la même pièce au même moment que des élus, y compris francophones, français, à devoir les écouter. En l'occurrence, se faire engueuler, c'était des opposants, mais aussi des partisans. Stéphane Séjourné aussi a pris la parole. En France, on n'a pas ça. Bah oui. En France, le président de ça. la République n'a jamais l'occasion de se faire engueuler directement sûr. par des élus. Même le Congrès à Versailles, au moment où il a fini son discours, il est obligé, il n'y a dans la pas Constitution, de il y a se pas barrer. de- il y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on a montré à la face de l'Europe la nullité de nos institutions. C'est clair. Les Allemands, ils ont dû voir ça en disant mais sérieux, vous C'est lui clair, parlez mais jamais. qu'est-ce qu'il leur prend, Nous, la quoi chancelière, Ouais. on l'engueule. Nous, le chancelier, on l'engueule toutes les semaines. Ouais, hein. Ah ouais, c'est C'est- ça. Heureusement que les Putain. Brits sont plus là, parce que franchement, les Brits, ils auraient halluciné. Ah sachant oui, les que Britanniques, oui. La chambre des Lords, c'est quand même nimp. La Westminster, chambre des la communes, chambre des surtout. communes, ouais. Ouais. Donc, mais pour autant, je rejoins aussi Léa sur le fait que Jadot, Aubry, Bardella, je comprends qu'ils aient saisi l'occasion, elle était trop belle. bien C'est sûr. la Bellamy aussi, seule ouais. fois de l'année qu'ils l'ont rencontré d'ailleurs. Voilà. Et en même temps, putain, l'image que ça a envoyé était naze, quoi. Cette Après, espèce de débat ils vont national. ils vont débattre dans un mois et demi tous ensemble. Enfin, ça, c'était pas urgent non plus, à mon sens, de Ouais, batailler ils sur se des sont- sujets comme ça, ouais. sur des sujets franco-français presque. Ouais, c'est clair. Ah, En tout cas, sur le au bilan de Parlement Macron, européen. sur le bilan de Macron, en fait, Voilà, en c'est France, ça. c'est ça en fait Oui. qu'ils ont questionné. Et ils voulaient leur Usul. petite reprise en France. Ouais, hein, c'est voilà, ça. En fait, c'était un moment médiatique pour eux. Mais t'as raison, je sais plus ce que je voulais dire, mais Moi, j'ai raison, dans- c'est ce que tu dans tous voulais les cas, dire. je pense que t'as raison, je sais plus sur quoi, mais. Bon, allez, next. Non, merde, j'avais un truc, mais je m'en rappelle plus. Bref. Ça va te revenir. Bref, ça revient. L'autre enjeu quand même au milieu de cet agenda européen, donc il y a Ah des si, textes je sais. très importants. Vas-y, tu voulais dire quoi? Parce que Non, oui, si tu disais, est-ce que ça va vraiment le servir Oui. Voilà. Moi, je pense pas. je disais dans le challenge tout à l'heure. J'aime bien Ah. parce que quand je dis challenge, les gens ils sont là, regarde, BFM Business, Il y a un c'est S. challenge Challenges. Bah oui. Challenges. et challenges. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent, Challenge? Ouais, il disait que sur le positionnement européen, en gros, les gens qui kiffent l'Union européenne, ils kiffent déjà Macron, quoi. Ah oui, c'est déjà acquis. Ouais. C'est Bien déjà sûr. acquis, Oui, c'est un oui, électorat oui, acquis. Osef total de ce côté-là, c'est clair, ils s'en tapent. Quant aux autres, Clair. la question Pas un européenne, électorat qui le va poids, conquérir. hein. Je disais, enfin, c'est pas un électorat qui l'a conquérir, les pro-européens, Macron. Et quant au poids de la question européenne dans le débat public en France, il a quand même vachement reculé. Donc c'est même pas un sujet sur lequel il s'agirait de convaincre les autres que l'Europe c'est important. Je veux dire, même Marine Le Pen veut plus sortir de l'euro. Jean-Luc Mélenchon dit on fera opt-out sur 2-3 trucs, mais On désobéira, globalement, ouais. Ouais. il est plus sur plan A, plan B, on fait tout péter quoi. Ouais, Il c'est est vrai. plus trop là-dessus. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus trop d'enjeux là-dessus à convaincre les gens qu'il faut être européen. Pour autant, Et le même débat les Français majoritairement Mmh. dans l'opinion, plus de 60% des gens, pour eux ça leur va bien l'Union européenne. Il y a peut-être aussi un effet où parce que tu as parfaitement raison de rappeler que pendant des décennies, le débat en France sur l'Europe, c'était la place de la France dans l'Europe. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le seul truc qui excitait les gens alors que c'était vraiment complètement à côté de la plaque. Et ensuite, la question, faut-il rester ou sortir, post-2005, etc. Aujourd'hui, il y a Asselineau quand même. Oui, mais qui est un espèce de, oui, justement, mais qui est une ressucée de cette ancienne ambiance de faut-il rester ou sortir. Ce qui, je pense que pour beaucoup de gens n'est plus vraiment l'enjeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui sont à l'échelle européenne et les gens comprennent très bien. La question de la lutte contre le Covid l'a été. Et puis les enjeux géostratégiques, puisqu'on parle de l'Ukraine, on parle des droits de l'homme, on parle d'enjeux qui sont. Et là, les gens comprennent bien que c'est pas la question, c'est pas est-ce qu'on est dans la France, dans l'Europe ou pas dans l'Europe. La question, c'est comment est-ce que les Européens, en tant qu'Européens, réussissent à répondre à ces questions-là. Oui, de manière coordonnée. De manière coordonnée à bien peu sûr. près, en essayant d'à peu près de se mettre d'accord, Mm, etc. Et ça, pour le coup, moi, j'ai l'impression d'un relatif saut qualitatif du débat européen, même si, oui, au niveau national, en France, on n'en parle pas, ou très très peu. Quand on parle d'immigration, j'entends notamment les candidats de droite et d'extrême droite en France parler d'immigration. Putain, il n'y en a pas un qui prononce le mot Frontex ou la question de la réponse coordonnée européenne.
Mais moi, je trouve pas. Je Ah ouais sais pas. Si, Valérie Pécresse, si, elle est parce allée que- voir Frontex. Ok, d'accord. Et elle dit c'est bien, il faut plus de Frontex. Ouais, Ils faut sont plus de 3000, il en Frontex. faudrait 10 000. Ah, autant pour moi. Très bien, Ah mais oui, très c'est bien. la seule. Ok. Mais c'est vrai qu'elle ne veut pas mobiliser son électorat avec des questions. Ah non, parce que l'électorat européen de droite s'est barré chez Macron. Et puis voilà, puis pour lui parler des accords de Dublin, pour lui parler des accords du Touquet, de machin. Encore le Touquet, c'est entre la Non, c'est- France et c'est, l'Angleterre, UK, donc c'est ouais. pas Le l'Union Royaume-Uni, ouais. européenne. Mais ouais, ça fait pas. C'est pas non plus des sujets qui sont extrêmement mobilisateurs pour les électorats, quoi. Frontex, pour les personnes Ouais, qui se posent la alors question dans le que- chat, c'est le nom de l'agence européenne qui gère les frontières extérieures de l'Union, qui existe depuis un bout de temps, mais qui a été sacrément renforcée après la crise de 2015. Léa. Non, ouais, juste pour rajouter un truc, ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, ça faisait un bail en fait que la France n'était pas à la tête de l'Union européenne, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça pourrait, peut-être que ça le sera, être un grand moment de réaffirmation du rôle de l'Union européenne aussi. Et finalement, c'est un peu gâché par cette présidence française, parce qu'effectivement, comme le rappelait Sacha au début du traitement de ce sujet, finalement, il va y avoir très très peu de temps et c'est fort dommage. Alors qu'il y a quand même des enjeux très importants. Enfin, on est dans un contexte très particulier au sein de l'Union européenne. Alors toi, tu disais, oui, la question de l'appartenance à l'Union européenne n'est plus questionnée. Alors certes, mais il y a quand même un changement d'ambiance qui est vraiment pas cool au sein de l'Union européenne. Je veux dire, par exemple, enfin, les anti-IVG qui sont en train de s'affirmer. Je veux dire, l'Europe progressiste, ce qu'a vraiment défendu Emmanuel Macron hier devant le Parlement européen, aussi en faisant un pied de nez à la nouvelle présidente du Parlement européen qui est Roberta Metsola, en disant on va inscrire dans la charte des droits fondamentaux le recours à l'IVG, la protection du recours à l'IVG. Alors ça, c'est vraiment un pied de nez important. Il veut se montrer progressiste. Ces valeurs européennes progressistes, avec tout l'acquis communautaire, etc., j'ai l'impression que c'est encore un peu en train de se dilater. Délité, pardon, merci, je vais y arriver. Et c'est vraiment un truc sur lequel il faut insister. Et je salue quand même cette prise de position de la part d'Emmanuel Macron de réaffirmer quand même un certain nombre de valeurs. L'Union européenne ne peut pas être qu'une chambre d'enregistrement de transactions financières, pas être là que pour des enjeux de politique monétaire, etc., ou économique. Il faut que l'Union européenne soit aussi un rempart pour nos démocraties, parce qu'on s'est rendu compte récemment, je parle d'Orban, il y a aussi des menaces en Europe. Je veux dire, si demain Éric Zemmour est candidat et remporte la présidentielle, je serais bien contente, moi, d'avoir l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux pour aller devant la CJCE, enfin la CJUE, et la CEDH aussi, pour leur dire, bon bah là, il y a un mec qui est en train de faire nimp, SVP, faites quelque chose. Et c'est ça qu'il faut réaffirmer. Et c'est là-dessus qu'il faut insister, je pense. Jules. Et alors, faudrait à ce moment-là que Macron ait une légitimité pour parler de ça. Il a essayé, il a bredouillé quelques trucs qui allaient dans ce sens. Tu as dû entendre quand il a parlé de justement, il a un petit peu parlé de démocratie, il a parlé d'état de droit. État de droit, ouais. Et il a dit des trucs comme il faut les libertés fondamentales de maintenir des droits attachés au machin. Parce qu'en fait, c'est ça l'état de droit, une démocratie, c'est qu'on a d'abord des droits. Alors que 2 semaines plus tôt, il disait les devoirs sont prioritaires sur le Alors droit. que ça fait plusieurs années qu'il nous dit que l'inverse chez nous. Chez nous, c'est il nous clair. dit Il y a vous un avez problème de d'abord des cohérence. devoirs et ensuite des droits. Et Bien là, il sûr. vient devant tous les autres. C'est un peu comme s'il était cette fois-ci C'est vrai devant. que c'est un double discours. Ouais. C'est un vrai double discours. Là, il est devant ses partenaires européens. Il veut se faire passer pour un champion de la démocratie. Tout à Donc, fait. il rappelle les fondamentaux en disant c'est d'abord des droits. alors, machin. je précise un truc Alors que quand nous, même. il nous dit le contraire. Et ben, je trouve que c'est pas très sport. Je précise, Non, mais je précise un truc pour aller dans ton sens et pour expliquer aux gens de quoi est-ce qu'on est en train de parler, parce que c'est important en fait. Au moment où a été mis en place le plan de relance européen, 750 milliards d'euros avec une clé de répartition entre les États, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on conditionne l'octroi de ces aides européennes aux États en fonction du respect de l'état de droit. Ça visait directement la Pologne et la Hongrie, qui ont des régimes autoritaires qui bafouent les libertés, etc., à bien des égards, etc. Il se trouve que le Parlement européen a beaucoup insisté là-dessus et vraiment allé dans ce sens-là. Ils ont voté, etc. Dans la négociation avec le Conseil, il y a vraiment une négo. Donc là, c'est vrai qu'hier, Emmanuel Macron, devant le Parlement européen, il avait bien intérêt à aller brosser dans le sens du poil. Voilà, voilà pourquoi ça est dans ce sens-là. Autre truc important quand même qui s'est passé en Europe ces derniers temps, c'est la victoire de la nouvelle coalition en Allemagne, les sociodémocrates qui, avec Scholz, qui sont alliés aux écolos et aux libéraux, qui ont écrit dans leur accord de coalition leur volonté d'aller dans le sens d'une Europe fédérale. Donc les Allemands sont partis pour accélérer sérieusement sur la question européenne. Donc Emmanuel Macron, depuis le départ de Merkel, il a aussi envie de se mettre au diapason avec les Allemands. Sacha, pour le mot de la fin? Ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. C'est bon, toi Non, je suis OK. D'accord. Tout va bien. Personne, c'est bon, Vive on s'arrête l'Europe, là? vive l'Europe, vive la République et vive l'Europe. Voilà. Vive l'état de droit. Vive l'état de droit, tout ça. Pourvu que ça dure. Les amis, je vous propose qu'on Pourvu que passe ça à la dure. séquence suivante de l'émission. C'est parti pour les cartes blanches. Let's go. Ah, je croyais que c'était le quiz avec.
Pas tout de suite, le quiz à la con, ça viendra tout à l'heure. Les cartes blanches, chers amis, comme chaque semaine, je propose à mes chroniqueuses et chroniqueurs de venir nous apporter un sujet, un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, un truc qu'ils ont envie de dire au monde entier qui est en train de nous regarder sur Twitch. Qui c'est qui veut commencer ? Pas tous en même temps. Vas-y, Jules, let's go. Moi, je suis juste allé voir un film, mais c'était un film intéressant. On peut regarder la bande-annonce d'ailleurs. C'est le film. Waouh, c'est en transparence maintenant. Bah voilà autre chose, n'importe quoi. En régie, là, ça va ? La régie est bourrée. Vous êtes bourré ? Très On bien. arrive, on arrive. Si vous voulez, on incruste. Ah voilà, tiens, Juliette Binoche. Donc, du coup, le film, c'est Ouistreham. C'est l'adaptation libre de Emmanuel Carrère. Du fameux bouquin de Florence Aubenas, Les Quais de Ouistreham. Florence Aubenas, la journaliste qui, il y a une dizaine d'années, a choisi de se faire passer pour une femme fraîchement divorcée qui n'aurait jamais travaillé de sa vie et qui irait à Ouistreham, donc en Normandie, près du Le Havre, tout ça, pour demander de faire les petits boulots qu'on fait faire aux femmes, quoi, jusqu'à ce qu'elle décroche au bout d'un moment un CDI. Elle voulait se rendre compte de la vraie précarité dans le pays. Et donc elle s'est inventée un profil. Donc ça, c'est l'adaptation cinéma de cette enquête. Ça, c'est l'adaptation cinéma. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est parce que cette adaptation porte sur l'enjeu même du bouquin qu'elle a écrit et de son espèce d'infiltration malhonnête au milieu des prolos, de cette journaliste parisienne qui avait d'autres sources de revenus et qui va aller jouer les prolos au milieu des prolos en travaillant pour de vrai. Hein. Elle va nettoyer des ferries, elle va se péter le dos, elle va se rendre compte que c'est extrêmement physique, etc. Elle va se faire éventuellement des amis, des collègues, et au bout d'un moment, il faudra qu'elle fasse ce fameux bouquin et qu'elle quitte ce monde-là et qu'elle dise aux gens, en fait, je n'étais pas celle que vous croyez que j'étais. Le film raconte cette imposture-là et nous propose de nous interroger. Comment on fait rencontrer ces deux mondes ? Est-ce que la base, ça peut être une imposture ? Est-ce que c'est pour le bien ? Parce qu'elle dit qu'elle fait ça pour rendre visibles les invisibles, donc elle y va pour le bien. Mais quel est le résultat final ? Et puis le film lui-même se propose de reproduire un petit peu ce dispositif, mais de manière assez différente, puisque les seconds rôles qu'on voit aux côtés de Juliette Binoche sont des femmes qui effectivement elles-mêmes n'étaient pas comédiennes et ont travaillé sur ces ferries, ont travaillé dans ce secteur du propre, du nettoyage. Et le second rôle de ce film est absolument la comédienne qui du coup, enfin celle qui maintenant du coup est devenue un peu comédienne, qui a monté les marches à Cannes après et tout. Elle est époustouflante, cette second rôle qui était à la base, qui n'a pas fait le cours Florent, etc. Et donc le film lui-même est une rencontre entre deux mondes, entre Juliette Binoche, qui elle-même est une bobo de gauche qui a foutu du pognon dans la primaire populaire et tout. Et des vrais prolos. Et des vrais prolos qui ont joué aussi. Donc le film lui-même est une rencontre et propose finalement une autre façon de faire cette rencontre, mais avec cette fois-ci des gens qui savent tous les enjeux de cette rencontre, contrairement à peut-être ce qu'avait fait Florence Aubenas. Enfin, en tout cas, le film vous laisse libre d'interpréter comme vous voulez. C'est ce qu'a essayé de faire Florence Aubenas. Tu le vends vachement bien en tout cas. C'est le premier film d'Emmanuel Carrère ? Non. Ah ouais, ok, je croyais que c'était son premier. Ah, c'est son premier ? Je sais pas, je pose la question. Ah, il me semblait que non, mais je pose la question. Et bah tout de suite, Du coup, nous recevons Emmanuel Carrère. En fait, c'est ce que Usul fait le week-end avec les profs. Voilà, on me met dans des classes. Et bah, tu le vends vachement bien. Ça donne super envie d'aller le voir ce film, donc il s'appelle Ouistreham. Il est en salle, du coup, il est sorti cette semaine, c'est ça ? C'est ça, il est sorti mercredi dernier. Allez le voir. Et ben merci beaucoup à toi, Usul. On enchaîne avec toi, Léa, ça te va ? Bah, j'aimerais bien que Sacha. Allez, Sacha. Comme vous voulez. Non, moi je suis prête. En dernier, alors que c'est. Non, mais c'est ok, c'est pas grave. Vous lui montriez l'exemple, moi je voilà. Exactement. Non, mais je m'inspire des meilleurs. Vas-y, c'est à toi. Moi aujourd'hui, je voulais vous parler d'un magazine qui est sorti la semaine dernière de La Croix l'Hebdo. C'est au commissariat Un an au cœur de la police. Je ne sais pas si ça va. Ah si, c'est bon, c'est ok. Et en fait, ça coûte 3,80 € et je trouve que ça en vaut grave le coup. C'est en gros... Qu'est-ce qu'il y a ? T'en as pour ton argent. C'est ultra rentable. Non mais c'est vrai, c'est ultra rentable. 40 pages d'enquête, c'est quand même pas négligeable. Joli papier. Et en gros, La Croix a envoyé un de ses journalistes qui s'appelle Michael Corr, passer 1 semaine par mois pendant 1 an, donc c'était l'année dernière, dans un commissariat, le centre commissariat de Roubaix. Et alors pourquoi Roubaix ? Alors je vous cite l'auteur, parce que c'est proche de la région parisienne, son activité policière est importante et pour la taille de son commissariat. Et en fait, justement, contrairement au travail d'une Florence Aubenas ou d'un Valentin Gendreau, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un journaliste qui s'est infiltré au commissariat du 19e et qui a sorti un bouquin qui s'appelle Flic. Et ben lui a précisé à tous les interrogés, qui étaient des policiers ou des gardés à vue, qu'il était journaliste et ils ont tous accepté de lui répondre à peu près. Et en gros, il dit « Je voulais comprendre ce qu'était d'être flic, entrer dans leur tête, raconter ce qui se passe, surtout quand il se passe rien ou pas grand-chose, raconter le quotidien, les contrôles à paperasse, les découvertes de cadavres, les autopsies, les points de deal, etc. etc. » Et en fait...
on se rend compte que c'est comme dans une rédaction, un commissariat, les gens ne savent pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Et Michael Kor nous fait découvrir tout ça, et c'est passionnant. Et en plus, si j'ai voulu vous présenter ça ce soir, c'est parce que c'est de plus en plus rare que des rédactions envoient leurs journalistes aussi longtemps sur des dossiers aussi longs sur le terrain. Et je pense que c'est ce vers quoi on devrait tendre de plus en plus, en le mêlant évidemment avec du journalisme d'actu chaude. Et il faut encourager, donc acheter La Croix l'Hebdo. Voilà. Bah, c'est cool, merci beaucoup Sacha, très bonne recommandation de lecture, La Croix l'Hebdo, redis le La prix. Croix l'Hebdo au commissariat, 1 an au cœur de la police. Et c'est souvent très bien. 3,80 C'est €. vachement 3,80 bien. €. La Croix, c'est super vachement bien. bien. La Croix Surtout est pour les questions un média internationales. Moi, ultra j'ai une petite qualitatif. passion La Croix. Ouais, c'est cool La Croix. J'avoue. Merci Sacha. Léa, c'est à ton tour. Alors, moi, je voulais revenir sur le marketing de Stromae pour le lancement de son album. Parce que ça, qu'est-ce que vous avez pu nous faire chier avec ça, mais alors... Ça aurait de la gueule si là, d'un coup, tu te Non, mettais à mais chanter, qu'il y avait une bande qui partait. Et que Moi, tu faisais ta j'aime chronique beaucoup comme ça. Stromae et je vous pisse à l'arrêt. Non, mais alors, t'as bien aimé, t'as pas aimé? Alors, moi, j'ai adoré parce que déjà, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Et ce qui m'a vraiment saoulée, c'est les réactions le lendemain des journalistes qui ont un côté un peu réac, il faut le Quelques dire, journalistes. quand même. Pas énormément, en vrai, Lobs, Libé et d'autres qui étaient là, mais c'est scandaleux, elle a une carte de presse, elle fait venir des chanteurs, machin. Alors, il faut dire que on a le sentiment, en fait, dans notre pays, quand on adresse une question importante, il faut le faire de manière sérieuse. Il faut le faire avec des codes. C'est-à-dire, on ne peut pas chanter et faire de l'art autour de questions qui sont sérieuses, comme la dépression, le suicide. Il y avait vraiment cette réaction qui m'a semblé... Ils étaient là, oui, c'est l'entertainment, c'est du show, etc. Enfin, ça fait des années qu'on est en train de se taper Zemmour sur CNews et compagnie, les autres, enfin même Ruquier, enfin même... Ardisson, enfin ça c'est pas du journalisme, excusez-moi, enfin faut le dire quoi. Et ça m'a vraiment frustrée, ça m'a saoulée qu'il y ait autant de bashing autour de cette séquence qui était fabuleuse, parce qu'en plus la transition est inattendue. Moi ça m'a vraiment, j'avais la larme à l'œil quoi. Il parle de quelque chose de très important qui touche énormément de personnes dans notre pays et aussi en Europe et dans le monde. Et alors enfin quelqu'un met des mots sur quelque chose de très difficile à exprimer pour beaucoup de personnes qui sont en difficulté, et surtout depuis la crise sanitaire, où on a encore plus de jeunes qui ont un rapport au suicide très particulier, qui sont aussi dans des situations de dépression et de détresse absolue. Et je pense que c'est important qu'on en parle, quelle que soit la façon, quel que soit le support. Donc moi j'ai envie de dire bravo. Et c'est dommage que ce soit un peu, autant critiqué. Je trouve ça un peu chiant. Je crois qu'il y a eu une explosion du nombre d'appels à la hotline SOS Suicide suite à cette prestation de voilà, de comme Stromae. quoi ça a un Donc, effet. comme quoi ça donc marche. C'est cool. Il y a même le Ça directeur. marche plus que toutes les émissions chiantes que tu peux faire sur ce sujet. Non, mais c'est vrai, bien exactement. sûr, Donc je trouve ça formidable. Je salue vraiment cette. Formidable. Voilà. joli. Je salue cette initiative. Il y a même le directeur de l'OMS qui a fait un tweet en lui disant mec bien wesh, genre c'était assez L'OMS? classe. Ouais, Oui. l'OMS. Ah ouais, d'accord. Le complot, la Big Pharma. Toi. Ouais, je vois. Ils vont vendre des antidépresseurs grâce à lui. Bah forcément, ouais, tout est lié. Hein. Si Il y a je pas l'ai vu de sur hasard la ici, chaîne il y a de pas fumée l'IHU. sans feu. Ouais. Donc voilà, je voulais juste insister là-dessus et je dis big up. Surtout qu'on est les GG. plus gros consommateurs d'antidépresseurs en France. Ouais, carrément. Et ben merci beaucoup Léa pour cette carte blanche. Moi j'ai pas de carte blanche en particulier. Je voulais juste remercier du fond du cœur toutes les personnes qui participent au financement de cette émission. C'est grâce à vous si elle existe cette émission en grande partie. Vous pouvez faire point d'exclamation Utip dans le chat pour aller sur la page Utip, ce qui vous permet de faire un don pour financer cette émission, un don régulier, un don ponctuel. Vous pouvez aussi acheter un magnifique mug ou un très joli t-shirt. Donc n'hésitez surtout pas à nous aider. Vous abonner à ma chaîne aussi permet de soutenir financièrement l'émission. Et ça vous permet aussi de venir dans le public. Ils sont magnifiques, ils sont en face de moi. Ils sont belles, ils sont regardez, incroyables. Donc voilà, des personnes qui viennent dans le public. Et d'ailleurs, il faut qu'on ouvre les prochaines dates. Il faut que j'en parle à la prod. Bref. Merci du fond du cœur aux personnes qui soutiennent l'émission. Et ah oui, tiens, d'ailleurs, on avait eu un before de Backseat en décembre dernier avec Google et ils nous ont dit qu'ils étaient partants pour recommencer avec nous pour d'autres émissions. Donc ça aussi, je suis content. Ça y est, les partenaires commencent à avoir confiance en nous. Donc c'est cool. On va pouvoir aller jusqu'au bout de cette saison. Et ça, ce sera très cool.